J'ai l'impression que le moment européen est passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a raté cette grande opportunité au début des années 90. On aurait toujours eu une dernière chance de le faire si on avait voulu sérieusement appliquer les accords de Minsk à propos de l'Ukraine. Donc peut-être rappeler ce que c'est que ces accords de Minsk. Les accords, c'est important. Pourquoi? Ces accords de Minsk prévoyaient, signés entre les républiques du Donbass et l'Ukraine sous l'égide de la Russie, de la France et de l'Allemagne, qui en étaient les garants, qui sont entrés dans le droit international puisque les Nations Unies, l'Assemblée des Nations Unies les a validés, devait prévoir une fédéralisation de l'Ukraine, le respect des minorités ukrainiennes et notamment des langues ukrainiennes qui ont été bafouées par ce gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 2014 avec Poroshenko et Zelensky, qui a encore aggravé la situation avec les lois qu'il a fait passer depuis qu'il a accédé, de lois qui proscrivent le russe, enfin je passe sur les détails. Donc ces accords de Minsk n'ont jamais été appliqués et normalement ils auraient dû l'être. Et ce que vient de dire Angela Merkel il y a une semaine, j'entends, là aussi on accuse aussi les Russes. Alors ils ont leur responsabilité dans tout ce qui arrive, évidemment. Mais quand on constate qu'Angela Merkel a déclaré au Zeit il y a une semaine, c'est juste un scandale. Qu'est-ce qu'elle a dit Angela Merkel a dit que les accords de Minsk, qu'elle avait signé les accords de Minsk en 2015, non pas pour arriver à une paix et à une Ukraine fédérale, respectueuse des minorités et tout ça, pas du tout, mais c'était pour gagner du temps, pour que l'Ukraine ait le temps de s'armer, pour faire la guerre contre la Russie et récupérer la Crimée. Non, mais c'est un scandale. Personne, j'ai vu toute petite citation dans notre presse, mais rien du tout comparé au déluge d'articles pro-atlantistes qu'on voit tous les jours. Mais quand on constate ça, ça veut dire que dès le départ, les Européens voulaient, au fond, tordre les Russes, tromper, pour faire la guerre. C'est ça que ça veut dire. Armer l'Ukraine pour qu'elle puisse... Il faut voir le vrai sens des mots de ce que ça signifie. Ça voulait dire que l'Europe encourageait la guerre qui se passe maintenant. Donc ça donne tout à fait raison, si on est conséquent avec ça, à Poutine d'avoir pris les devants en attaquant. Du coup, ça légitime la guerre que les Russes ont déclenchée en février. Mais c'est aussi quelque chose d'inouï. Et je ne comprends pas qu'en Europe, personne se scandalise de ce type de choses. Mais dans le passé, il y a toujours eu des manifestations. Par exemple, la gauche, complètement silencieuse. La gauche, normalement, elle n'est pas militariste. Elle devient plus militariste. Les Verts sont plus militaristes que les militaristes. Ils sont plus militaristes que le chef d'état-major américain, le général Milley. Le général Milley, il y a une quinzaine de jours, disait « Ah, ce serait peut-être quand même bien qu'on lance des négociations en Ukraine ». Non, la gauche allemande, récemment, Mme Baerbock dit « il faut encore plus d'armes ». Mme von der Leyen aussi, encore plus. Non, on va soutenir encore. Il faut que... Non, mais c'est... Écoutez vos généraux, voilà. Ils sont peut-être moins insensés que vous. Voilà ce qu'on a envie de dire aux gouvernants des États et de la Commission européenne aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire, selon vous, pour rétablir une situation de paix entre l'Ukraine, du coup les pays aussi européens et la Russie? Il faudrait quand même revenir à la table de négociation. Alors maintenant, quand on dit ça, quand on est en faveur de la paix, on passe pour un traître, c'est le monde à l'envers. Hein. Et un pro-russe. Et un pro-russe, enfin, etc. J'en passe. Tous les qualificatifs les plus abominables vous sont adressés dès qu'on prononce le mot paix ou le mot négociation. Pourtant, un jour, il faudra bien y arriver. Parce que je ne crois pas beaucoup à des évolutions sur le terrain. Je pense que les Russes n'abandonneront absolument pas. Il faudra tuer 150 millions de Russes pour que l'Ukraine récupère la Crimée. Donc c'est juste
pour moi, exclu. Et quels pourraient être, selon vous, les termes de ces négociations? Bon, on les connaît, c'est de revenir grosso modo à ce qu'étaient les accords de Minsk. Cette guerre aurait pu être évitée. Ça veut dire quoi? Si on aurait pu éviter on avait appliqué ces accords. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que l'Ukraine redevienne non pas un abcès entre l'Europe et la Russie, mais ça redevienne un pont, une passerelle, une sorte de Suisse. Donc ça veut dire neutre, ça veut dire pas de base militaire américaine en Ukraine, pas de missiles américains en Ukraine, ni d'ailleurs en Estonie et en Pologne, comme ça avait été d'ailleurs promis à Gorbatchev. Pourquoi? Parce que ça met en cause, ça met en danger, mais ça c'est un autre problème qu'on ne va peut-être pas aborder maintenant, mais l'équilibre nucléaire mondial. Mais c'est encore un autre problème, ça devra faire partie des négociations, toute cette situation nucléaire et ces bases militaires avec ces missiles nucléaires. Non seulement en Ukraine, mais aussi dans la périphérie proche de la Russie. C'est aussi un élément de négociation, précisément. C'est évidemment une fédéralisation de l'Ukraine, qui n'a jamais voulu être faite par les néo-nazis et les extrémistes nationalistes ukrainiens de l'Ouest. Qui ont pris le pouvoir en 2014. Qui ont pris le pouvoir, qui ont l'importance. pénétré tous les rouages de l'État ukrainien. Alors on dit qu'il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine. Ils sont là. Si vous regardez les tatouages, ils ont pénétré tous les rouages de l'État ukrainien. On ne les voit pas, mais ils sont là. Et c'est eux qui donnent le là. À la fois aussi sur le plan militaire, avec les bataillons de représailles, et dans les rouages de l'État. Mais peu importe. Donc si on revient à sur quoi devrait porter une négociation, on va dire. Fédéralisation, neutralité, base militaire. Au fond, c'est une nouvelle architecture de sécurité européenne, celle que j'évoquais, qu'on n'a pas réussi à faire, pour donner à la Russie des garanties dont elle a besoin et qui sont légitimes et reconnues d'ailleurs dans la Charte des Nations Unies. Et puis, naturellement aussi, pas de représailles contre la minorité russophone. À peu près 40% de russophones encore en Ukraine. Cette minorité, qui est quand même une très grosse minorité, ne doit pas subir de sévices ou de stigmatisation. Discrimination. Elle doit pouvoir parler sa langue. Ça doit être une langue officielle ukrainienne. Je rappelle quand même que les russophones n'ont pas le droit de s'exprimer en russe dans les administrations, même s'ils ne savent pas l'ukrainien. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le russe dans toutes les administrations, les écoles, les commerces, etc. C'est-à-dire que le russe n'est plus reconnu comme langue officielle? Non, plus du tout, et même comme langue parlable, enfin, de locution quotidienne, autre que la famille, quoi. Donc, dans un pays, je dis, dont 80% de la population parle d'ailleurs le russe.